Changer pour devenir, c'est un sacré thème, on dirait un sujet de bac philo. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu quand on me l'a envoyé. Et on dirait presque du Nietzsche, deviens ce que tu es, le surhomme. Et en même temps, on aurait bien besoin de super-héros, non, pour faire face au changement climatique. Le truc, c'est que les super-héros, ça n'existe pas, alors que le changement climatique, il est bien réel. Et c'est écrasant. Je fais partie des personnes qui ressentent beaucoup de colère, beaucoup de frustration à l'idée que les choses n'avancent pas assez vite, que ça ne va pas assez loin, et certainement pas pour tout le monde. Et honnêtement, moi, ces sujets climatiques, j'y suis venue et j'y consacre une bonne partie de ma vie pour des questions d'humanité, pas par passion pour une grenouille verte d'Amazonie ou pour un ours polaire, mais parce qu'il s'agit de s'assurer, ou en tout cas de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les 3,3 milliards d'êtres humains, dont le GIEC nous rappelle quotidiennement ou presque qu'ils vont subir massivement les conséquences du changement climatique, et bien qu'on puisse laisser une chance de vivre sans être trop bouleversé à ces 3,3 milliards d'êtres humains. Et moi, c'est pour ça que je suis debout, c'est pour ça que je suis ici, et c'est pour ça que j'agis tous les jours dans cette direction. Alors, je suis désolée de plomber l'ambiance, en plus je commence, et c'est pas toujours très sympathique tout ça. Mais ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis, on me le disait tout à l'heure, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis active dans le domaine de la finance et de l'entrepreneuriat. Je soutiens en temps, en argent, des startups et des projets à impact social et environnemental fort. Je m'implique et je crée, je participe dans des projets qui soutiennent la place des femmes dans l'économie, accessoirement juste la moitié de l'humanité et les 3/4 des décisions de consommation dans le monde, parenthèse refermée. Donc j'agis, je les forme, je les encourage, et puis parfois je tape aussi du poing sur la table pour faire que leur voix, leur cash et leur talent comptent. Voilà, donc 3 sujets, les femmes, le climat et la justice sociale. Voilà ce qui anime mes journées et ce à quoi je consacre ma vie depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Alors peut-être qu'avec ce CV, vous espériez ou vous attendiez à ce que je vous chante les louanges des startups, de la climate tech, de la finance verte qui va sauver le monde, des éco-gestes, des colibris, tout ça. Et peut-être même que vous disiez, super, elle va nous parler de diversité, que c'est une chance, que les femmes, elles n'ont qu'à oser. Après tout, elle est là, pourquoi elles n'oseraient pas, les femmes, hein? Bref, vous répétez ce que vous entendez à longueur de journée. Alors pour être clair, tout de suite, c'est pas du tout le genre de la maison. Le genre de la maison, c'est d'être too much. On me l'a dit, on me l'a répété depuis que j'ai commencé à travailler. Que j'étais trop jeune au début, trop ambitieuse, trop agressive, trop énergique, trop intelligente, trop brillante, enfin bref, plein de qualificatifs. Trop speed, trop direct, trop émotive, trop gentille, trop idéaliste. Bon, pas assez française aussi. Je suis née en Algérie et l'essentiel de ma famille vit là-bas. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où, lorsque je rencontrais une personne à titre professionnel pour la première fois, la personne me disait « Mais ça vient d'où, Imen ? Mais c'est d'où ? Vous venez d'où ?» Et mes collègues, on leur demandait rien. Et c'est pas évident à gérer, vous voyez, tous ces qualificatifs un peu excessifs que j'ai reçus et qu'on me disait régulièrement. Quand on est une femme dans un métier où les femmes sont encore très rares, et particulièrement c'est le cas de l'investissement. Mais alors quand on est une femme too much, au secours, on m'a fait me sentir tellement mal, en trop, pas à ma place. En reconnaissant quand même que c'était bien pratique, toutes ces qualités too much, c'était bien pratique pour faire face à des projets qui semblent impossibles, des projets où vraiment le processus normal, impossible, ça ne marche pas. Pour embarquer ou résoudre des situations, elles aussi, qui semblaient désespérées. Pour inventer des procédures dont on n'avait jamais entendu parler. Et moi, j'y allais avec une espèce de confiance presque naïve, en me disant, mais oui, je sais pas, les problèmes, je ne sais pas les gérer, on va y aller à fond, et puis avec mon équipe, on va y arriver. C'était presque naïf de ma part.
Et je ne sais pas comment j'ai fait, honnêtement, pour résoudre tous ces problèmes. Je sais juste que j'y ai laissé beaucoup de plumes et pas mal de larmes. Donc c'était vraiment pas facile tous les jours. La chose, en revanche, c'est que mes équipes, elles ont toujours beaucoup appris à mes côtés. Ça, c'est sûr. Et je suis émue aux larmes quand je pense à mes jeunes stagiaires, mes anciennes stagiaires qui aujourd'hui ont des parcours professionnels incroyables. Des entrepreneurs qui étaient snobés pendant des années par tout un tas de financiers, disons dits, classiques, et qui m'appelaient à minuit pour retrouver de la force, quoi, et de l'énergie, et les idées claires. Comme quoi, la too much, qui est un peu à côté du cadre, elle aide à grandir. Donc c'est pratique. Et puis elle n'aide pas que à grandir, elle aide aussi à faire du profit, puisque mes idées de l'espace, mes fameuses idées too much, elles faisaient gagner des millions à nos clients. Bon, donc en somme, comme je bousculais d'un côté, mais que de l'autre côté, c'était profitable pour plein de gens, donc finalement, j'étais tolérée. Mais je ne me suis jamais sentie vraiment acceptée, pleinement. Et ça, depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai débarqué complètement par hasard à Louis-le-Grand, qui est un lycée parisien, avec hasard, chance, qui m'ont amenée là. Et depuis cet âge-là, je n'ai cessé d'avoir l'impression de devoir me rapetisser, me rentrer dans une petite case qu'on m'assignait dans un petit coin, qui était trop petite pour moi. Et j'ai dû faire pas mal de sacrifices personnels, qui, franchement, a posteriori, me semblent un peu inutiles. La diversité, la façon dont moi je l'incarne, c'est ma manière d'être au monde, c'est une manière qui pique un peu les yeux parfois. Et ça gêne. Et les entreprises, le monde de l'entreprise est tout à fait disposé à considérer la diversité, mais pour autant qu'elle reste à sa petite place, à celle qu'on lui a assignée, notamment pour parler de diversité, ça oui. Alors pour parler d'autres sujets, bon, pas sûr, et encore moins quand on aurait l'impudence, l'insolence de vouloir faire bouger les lignes en profondeur dans cette fameuse organisation. Ça, eh bien, dans ces conditions, on vous garde à l'écart. Et puis, au fur et à mesure, on signifie que vous devenez intolérable, parce que vous devenez dangereuse. Donc, vous voyez, ce n'est pas une success story, ces 20 ans d'expérience. Il n'y a pas de happy end. Vraiment pas. Pour autant, je suis là aujourd'hui parce que j'ai envie de vous offrir cette expérience, parce que je pense qu'elle peut vous profiter à vous, vous qui m'écoutez. Elle peut vous profiter pour vous lever et pour agir de manière puissante dans les entreprises. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà stagiaires, peut-être certains sont collaborateurs et collaboratrices dans des entreprises ou entrepreneurs, pour agir de manière puissante aujourd'hui dans vos entreprises pour lutter contre le changement climatique. Parce que le défi est gigantesque, il est impensable. Et l'humanité, on n'a jamais fait face à un défi d'une telle ampleur dans le timing, c'est-à-dire pour avant-hier. Et puis en plus, l'ampleur des transformations qui est nécessaire. Ce n'est pas une transformation qui va nécessiter ou qui va se suffire du principe de on ajuste un peu, on fait presque comme avant, et puis ça ira. Parce que ça, c'est la recette garantie pour le statu quo. C'est garanti. Et comme collectivement aujourd'hui, franchement, on n'a aucune idée, personne n'a aucune idée de comment très très concrètement, dans le détail, entreprise par entreprise, pays par pays, thématique par thématique, on va arriver à décarboner assez vite et assez fort pour avoir une chance. Et puis sans pour autant totalement faire exploser nos démocraties, au passage, et puis pas trop provoquer de révolte de la faim à droite à gauche, quelques conflits armés, on va peut-être éviter tout ça. Bon, surtout si on décide de faire ça chacun dans notre petit coin. Et le bouquin magique décarboné pour les nuls en 5 ans, il n'existe pas. Même le GIEC n'y est pas risqué. Il trace des pistes, des méthodologies possibles, mais surtout, il nous engage, il nous supplie collectivement de nous engager massivement et de faire le pari de la sobriété, qui est le pari crédible. Pas d'imaginer que d'hypothétiques technologies émergentes nous permettront de surtout ne renoncer à rien, jamais. Okay ? Mais pour pouvoir avancer vers ce chemin-là, ça suppose qu'on ait une prise de conscience tous et toutes.
Et là, je n'ai pas une très bonne nouvelle, pour vous et pour moi d'ailleurs, hein. C'est qu'en fait, on est tous des activistes de l'accélération du changement climatique. Parce que tous et toutes, dans nos jobs, on est en train de consommer activement des ressources non renouvelables. En tout cas, la plupart d'entre nous. On est en train de consommer ces ressources non renouvelables. Alors, le vélo pour aller au boulot, les recyclages de bouteilles d'eau et tout, c'est sympa, on se dit qu'on est une personne bien, mais ça ne suffit pas. Et tant qu'on n'a pas pris la mesure de ça, on ne pourra pas agir d'une manière suffisamment puissante. Et ça, c'est une sacrée réalisation. Et vous pensez peut-être que j'exagère. Peut-être, mais moi, je me mets dedans avec vous. Alors, on peut se dire, c'est très très dur d'abandonner ses privilèges, d'abandonner ses avantages. Et je sais à quel point c'est difficile. Et je sais aussi à quel point c'est dur de lutter contre ces instincts de croissance, d'expansion. C'est très très dur. Moi, je vous l'ai dit, je suis investisseur et entrepreneur. Moi, mon tropisme, c'est de pousser les boîtes à grandir. Plus de chiffre d'affaires, plus de cash, plus de salariés, plus d'impact. C'est ça mon tropisme. Alors vous imaginez, il faut que je me torde. C'est hyper paradoxal. C'est hyper paradoxal. Parce que d'un autre côté, ça suppose aussi de se dire, mais est-ce que cette boîte, elle mérite d'exister? Est-ce qu'elle mérite de consommer ses ressources, d'employer ses talents au service d'un demain qui nous sera utile collectivement ou pas? Ça, c'est une question qui est hyper perturbante. Et vous voyez, je me la pose et je ne me ménage pas, hein, clairement pas. Autre sujet assez désagréable, l'industrie du textile qui est hyper polluante et qui a des pratiques sociales douteuses à l'autre bout du monde. Bon, l'industrie du textile, qu'est-ce qu'on fait? On remet tout à plat? Ou alors, mais est-ce qu'il faut vraiment créer de nouvelles marques responsables? Je ne sais pas. Est-ce que la seconde main qui est présentée par tout le monde comme ça y est, l'Eldorado, mais est-ce que ce n'est pas une façon de se déculpabiliser en consommant, en faisant du shopping tranquillou? Peut-être. Moi, toute ma vie, j'ai adoré faire du shopping, toute ma vie. Par plaisir, par goût de la mode, et aussi par maîtrise et envie de maîtriser l'image que je renvoie aux autres, comme plein de femmes. Et socialement, c'était important pour moi. Mais en 2017, j'ai fait un semi-burn-out et j'ai pris 3 tailles de vêtements en quelques semaines. Résultat, ma garde-robe, on oublie, hein, il n'y a plus rien qui m'allait. Je ne l'ai pas mise à la poubelle, mais je ne l'ai pas remplacée. Donc depuis 5 ans, j'ai acheté quelques pièces à droite, à gauche. Bon, ok. J'ai surtout renoncé à ma coquetterie légendaire, qui faisait tellement partie de mon identité. Et puis, pour laquelle je me suis pas mal battue, parce que pointez-vous, vous, dans une salle de réunion, habillée comme ça, bijoutée, maquillée, dans une salle de réunion avec des financiers tous habillés en bleu et en noir, hein, et puis essayez d'être prise au sérieux. Puis on en reparle. Alors vous voyez, depuis 5 ans, j'essaie d'habiter ce corps, de m'habituer, et venir à vous aujourd'hui, c'était pas évident, c'était pas facile pour moi d'accepter, parce que je sais à quel point le regard qui est posé sur les femmes, il peut être très très dur. Mais justement, si j'ai accepté et si j'ai décidé de venir vous voir aujourd'hui et de me présenter avec toute ma vulnérabilité, mais aussi mon expérience, mes échecs, etc., c'est pour partager avec vous un instant de vie. C'est, vous savez, le philosophe Bernard Stiegler, il parlait de la bifurcation. C'est la différence entre ce que le big data peut sortir, c'est-à-dire de traitement de données, d'informations qui sont connues. La différence entre ça, les petits pas, l'incrémentation, le progrès incrémental, les 1% par an, et puis les sauts, les sauts de créativité humaine. Ce qui fait qu'on peut collectivement créer une nouvelle réalité. La bifurcation, c'est ça l'ampleur de ce dont on a besoin pour faire face au changement climatique. La bifurcation, c'est, je parlais de train fou tout à l'heure, où on était tous des accélérateurs du changement climatique. On avait tous la pédale à fond, pas sur le frein, mais au contraire sur la pédale d'accélérateur. La bifurcation, c'est le frein dans le train. C'est, on construit un méga hélicoptère pour embarquer les wagons de devant, hein, pour réduire l'intensité du choc. C'est, on construit un méga airbag sur le mur pour faire que même s'il y a choc, il sera un peu absorbé. Vous trouvez que j'exagère, mais c'est ça l'ampleur, l'intensité, l'engagement dont on a besoin pour se donner une chance collectivement. C'est ça. Alors, bien sûr, on peut se dire, la bifurcation, mais c'est juste peut-être des petits pas supplémentaires. Mais non, on parle de sauts
de pensées contre soi-même, de sauts dont on se dit, mais non, ils ne sont pas possibles. L'autre jour, il y a une start-up tech qui est venue, qui m'a pitché son projet. Et ils ont une technologie incroyable pour fabriquer de l'eau potable. Super, incroyable. Sauf que dans le schéma dans lequel ils vont fabriquer de l'eau potable plutôt pour la vendre à des personnes qui aujourd'hui utilisent de l'eau en bouteille. Bon, parce que c'est plus réaliste, parce que c'est plus finançable par des financiers, des investisseurs. Et moi, vous l'avez bien compris, avec mon œil too much, plus climat, plus justice sociale, je dis, mais j'ai posé la question qui fâche. Mais puisque vous êtes aussi innovant, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas extrêmement innovant aussi? Pourquoi vous ne faites pas ce saut dont je parlais, de bifurcation, aussi au niveau du modèle d'impact, au niveau du financement? Pourquoi vous ne le faites que pour la techno? Voilà. Alors aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner cette force-là, cette force de faire ces sauts. Je suis là pour vous dire que vous avez tous et toutes, même si vous êtes en tant que salarié, même si vous êtes junior, vous avez le pouvoir de porter un regard ouvert ou fermé sur les idées de vos collègues. De dire « ah oui, pourquoi pas ?» et d'enrichir et d'enchaîner. Et pas « non, non, le problème c'est que ». Vous le connaissez, hein, le problème c'est que. On aime bien ça en France. Non, non, mais le problème c'est que. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager, notamment pour les managers, pour les futurs entrepreneurs, peut-être parmi vous, pour dire aux leaders aussi, que l'idée de destruction créatrice de Schopenhauer, cette fameuse destruction créatrice, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas aussi pour soutenir la vie, pour faire que peut-être certaines entreprises, aujourd'hui, on devrait les laisser mourir, les plus polluantes, qui depuis des années n'ont pas fait grand-chose. Donc voilà mon message aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on fasse, j'ai qu'une demande à vous faire, une dernière. J'aimerais qu'on fasse tous collectivement un pari, le pari de l'excès, comme levier pour lutter contre le changement climatique, pour aller au-delà de ce qu'on nous dit sur Instagram, les citations inspirantes, accepter ce qui est au-delà de du contrôle, et puis se satisfaire. Non, non, on ne se satisfait pas. Parce que le changement climatique, il est en dehors de notre contrôle, et pour autant, il faut qu'on se lève pour l'adresser. Mon prénom, c'est Imen, ça veut dire foi et espoir. Et j'espère sincèrement que collectivement, on se donnera la chance. Voilà, j'espère que ce n'est pas too much comme espoir.